Alors, bonjour, je vais vous faire la correction du sujet d'examen 2006, donc le CAP-IS, épreuve EPA. Donc, l'arrêt, on passe directement à la première question. Donc, donner le nom et le rôle du maître d'œuvre dans cette construction. Donc, le maître d'œuvre pour cette opération est le bureau d'architecte Horizon. Donc, là, on pouvait trouver cette réponse dans le sujet directement à la première dans le contexte général. Ici, voilà, le bureau d'architecte Horizon. Donc c'est lui qui est responsable. Son rôle, c'est le concepteur de la villa. Il a pour rôle de superviser la construction et d'apporter des solutions techniques. Donc ici, on peut voir en question 2, on vous demande les orientations des différentes façades. Donc on peut commencer par le sud. Là, on peut voir la paroi sud, finalement, avec un petit renfoncement et une porte de garage ici. Donc si on regarde un petit peu sur notre plan, hop, vous avez une petite perspective ici, voilà. Et on voit le garage ici. Donc vu que vous avez ici le garage, on voit bien, vous avez ici un petit avancée en fait au niveau de la maison là. Et donc cette petite avancée, elle ne peut que être ici. Donc vous avez bien le garage qui est là. Et donc le garage qui est là, avec le nord qui est par là, donc ça c'est la paroi nord, là c'est sud, donc c'est la paroi sud. Vous avez ici sud. Ensuite, forcément à l'opposé, vous avez en trois parties, voilà, justement cette façade là qui est la façade nord. Vous avez à l'est, alors on va regarder plutôt à l'ouest, cette petite partie où il y a une petite porte. On peut voir que là, si c'est la paroi sud ici, de l'autre côté au nord, là, vous voyez cette petite porte justement qui est en renfoncement, elle est bien à l'ouest, parce qu'on a bien toujours, vous avez toujours le nord, sud, est, ouest. Alors ici, vous voyez, c'est justement une erreur. En fait, vous voyez bien qu'on a ici une petite erreur, parce que quand vous regardez votre document, vous voyez bien qu'il y a la façade avant. Ici, on voyait bien que ici c'est l'inverse, c'est à l'est justement. Vous voyez bien, même la correction peut avoir des erreurs. Ensuite, la correction. Donc ici, donner la cote au niveau du sol du garage. Donc j'ai 1,2 m. 1,2 m. Vous regardez en fait le sol du garage directement. Le garage il est ici et donc vous avez voilà le sol moins 1,2 m, donc justement c'est moins 1,2 m par rapport au niveau 0, le niveau 0 qui est donné sur les autres plans, voilà ici plus 0,0 dans le salon séjour, donc c'est en profondeur, en fait on descend de 1,2 m. Ensuite, donner la hauteur d'allège du Velux de la cuisine. Donc le Velux de la cuisine il est ici, la cuisine vous avez le Velux ici, donc c'est 125. Voilà, donc 125 cm. Ensuite, dans la coupe bébé, en ouvrant la porte de l'étage, dans quelle pièce accédez-vous? Donc j'accède ici, je rentre ici et je suis sur la coupe bébé. Quelle porte je vois? Alors ici, on va regarder sur l'autre vue. Quand vous regardez, par exemple ici bébé, voilà, vous regardez par là, ça veut dire que vous situez par là, et avec la flèche, on voit bien que B, c'est comme si on coupait une tranche ici, et on regarde par là. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde par là? On va voir que finalement ici on vient couper juste avant la porte des WC. Vous voyez, les WC sont là, juste avant, donc on va voir la porte en fait. Donc si on ouvre la porte ici, finalement, et vu qu'on est de ce côté-là, si on ouvre la porte, on se retrouve dans le DEGT, donc le dégagement. C'est pour ça qu'ici c'est indiqué le dégagement. Alors, vous pouvez marquer aussi que vous êtes dans les WC, ça marche aussi. Ensuite, sur le plan du rez-de-chaussée, donner la signification de SS, c'est siphon de sol. Donc le rez-de-chaussée, vous l'avez ici. Vous l'avez ici. Le siphon de sol, c'est là. SS, c'est un siphon qui est au sol ici. Ensuite, vous avez à déterminer la surface totale de la chambre 2. La chambre 2, vous avez... Alors, elle est ici. La chambre 2, vous avez 347,5 fois 245. Alors surtout, il faut tout mettre en mètres. Comme ça, 247, donc c'est 3,47 mètres carrés, par mètre, fois 3,45 mètres. Et donc ça,
Donc ces deux multipliés ensemble, ça donne des mètres carrés. Vaut mieux tout mettre en mètres. Et donc le placard, il est ici. Et donc vous avez 0,6 mètres, d'accord, 60 cm. Vous avez aussi 120 cm qui donne 1 mètre. Donc les deux multipliés ensemble, ça vous donne la surface du placard. Donc c'est bien ça, j'espère. Vous avez voilà le placard qui est donné ici, plus la chambre qui est donnée là. Et donc les deux, la surface totale, y compris le placard, ça donne 12,71 mètres carrés. Ensuite, quelle est la hauteur totale de l'escalier qui donne accès au bureau? Vous avez, alors, vaut mieux prendre une coupe. Vous allez sur le document, le DT 9 sur 14. Vous avez ici finalement le bureau qui est au-dessus et on voit l'escalier qui est là. Et donc finalement l'écart qu'il y a entre le début et la fin de l'escalier c'est 120. Donc vous prenez 120, enfin 1,2 mètres. Déterminer l'angle d'inclinaison des pas de la toiture du villa. Donc en fait en mesurant directement, vous pouvez mesurer un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc là si je le mets bien droit, hop, vous avez finalement votre toiture qui est comme ça. Elle est à 45 degrés, ça veut dire qu'on va aussi bien, quand vous allez tout droit, vous allez aussi bien monter la même longueur que ce que vous allez avancer. Donc c'est 45 degrés. Voilà. Et si vous mettez un angle à 60 degrés, c'est-à-dire que vous avez une pente qui est beaucoup plus grande au niveau de votre toit. Nous, 45 degrés, c'est on va dire, équilibré. Ici, normalement, vous devez même avoir un angle à 90 degrés si vous avez 45 des deux côtés. Voilà. Donc, vous pouvez faire avec une règle ou avec un rapporteur, c'est bien aussi. Ensuite, déterminer les cotes A, B, C, D, E, F. Donc, A, B, C, D, E, F. Donc, vous avez A, la cote A. Elle est ici. Alors, je vais le retourner dans l'autre sens. Voilà, vous avez la cote A. La cote A, elle est, donc c'est 1230 moins 410 moins 424. Vous avez, voilà, 1230 moins 410 moins 424. Donc ça donne cette valeur-là. Ensuite, B. B, eh bien, si vous avez A, vous faites A moins 220 moins 10. Alors 220, quand vous avez deux cotes, c'est la cote, la largeur fois la hauteur. Comme ici, par exemple, quand vous avez une porte, la porte ici, eh bien, c'est 80 fois 200. On voit bien qu'ici, elle fait 80 de large et 200 de haut. Vous voyez, c'est toujours la largeur en premier. Donc la largeur ici, elle est là. 220, donc la cote A moins 220 moins 10. Ensuite, la cote C, elle est ici. La cote C, vous pouvez faire, elle est de là à là, donc vous pouvez faire 342 plus 420, ça vous donne la cote C. Là, alors ici dans la correction, ils ont additionné d'autres cotes, mais ça revient exactement au même point. Je trouve ma méthode plus simple. La cote D, vous avez, alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et bien ici, c'est un peu dans le même principe que tout à l'heure, c'est 910 moins 204 moins 100, ça vous donne la cote D. La cote E, c'est pareil, sauf que là, vous additionnez les petites cotes, donc qui vous donne la cote totale. Et puis la cote F, ici, elle est sur une vue, je pense, voilà, c'est ça. Donc la cote F, alors si on peut le regarder à l'endroit, c'est pas mal. Voilà, la cote F est là, donc vous faites les 250 moins 35 moins 90 et vous avez la cote F. Ou alors, comme il propose dans la correction, vous avez 150 plus 65 plus 35, donc en fait, eux ils pensent 150 plus 65 plus 35, donc 250 en fait, moins 90 moins 35, en fait c'est comme 90 moins 35. Donc ils font ça plus ça plus ça, moins ça plus ça. Moi je fais tout simplement ça, moins ça, moins ça. Donc vous avez ici, on finit la partie construction. Vous êtes dans la partie les appareils sanitaires. Donc l'avantage du choix de ce type de réservoir, donc par rapport à un réservoir simple chasse, donc ici c'est un 3-6 litres comme WC qui a été choisi. Donc c'est un réservoir permettant d'économiser l'eau, puisque vous pouvez économiser, vous n'êtes pas obligé de faire toujours la grande chasse, vous pouvez aussi utiliser la petite chasse. Donc voilà, vous économiserez de l'eau. Ensuite ici, alors la première référence qu'il y avait à trouver, c'était la cuvette.
Elle est fausse. Ici, vous avez une cuvette qui est à sortie horizontale. Donc, à sortie horizontale, quand on regarde bien ici, cuvette, on va se mettre dans le bon sens. Voilà. Quand on regarde une cuvette Ulysse à sortie orientable et pas verticale, nous c'est horizontal, donc horizontal ça va être orientable, elle est à 510. Voilà. Donc 501. Enfin, ça se termine par 501. Donc 238, 501. Vous avez ici, alors que là c'est 601. Mais 601 c'est vertical. Donc nous on veut horizontal. Ensuite, réservoir. Donc c'est un réservoir, regardez, à chasse, à poussoir, 3 à 6 litres. Donc ici on regarde bien, à 3 à 6 litres. C'est à chasse, 3 à 6 litres, c'est celui-là, le 801, qui termine par 801. Vous voyez, vous avez 801. Ensuite, abattant, donc l'abattant de WC. Vous avez un abattant double thermodure démontable ou fixe à charnière inox. Nous, on veut que ce soit un abattant double thermodure démontable. Donc vous prenez le démontable qui est justement le premier, voilà, le 410. Voilà. Ensuite, mécanisme. Alors ici, vous avez le mécanisme. Alors vous savez que vous voulez un mécanisme double chasse, du 3 à 6 litres. Donc vous prenez forcément ici déjà. Ensuite, vous savez que vous avez du Ulysse. Ulysse, pourquoi? Parce que ici, c'est indiqué justement la gamme Ulysse. Donc vous n'avez pas trop le choix en fait. Vous avez Ulysse, il y en a 3 là, il n'y en a pas ailleurs. Donc c'est forcément celui-là. Donc c'est forcément cette ligne-là. Donc vous choisirez un mécanisme double chasse, celui-là. Vous choisirez le robinet flotteur alimentation horizontale, celui-là. Et vous choisirez le robinet d'arrêt ici. Voilà, donc vous avez les références qui sont indiquées là. Ensuite, les éléments que vous avez sélectionnés sont-ils de normes françaises? Oui, car la présence du logo NF sur la documentation technique le confirme. Voilà, vous avez à chaque fois NF qui sont indiqués sur les appareils, voilà, NF, etc. Ensuite, le robinet flotteur est monté d'usine à gauche, donner la procédure à suivre pour l'installer à droite. Donc purger les canalisations. Alors, nous, ici dans la doc technique, c'est indiqué entre parenthèses, hein, revoir document ressources. Donc on y va, on va regarder. Ici, ils en parlent. Là. Installation du réservoir, pré-réglé en usine pour une alimentation à gauche. Ce mécanisme peut être retourné. Toujours purger les canalisations du réseau principal avant de raccorder. Et donc finalement, dans le cadre d'une alimentation à droite, démonter le robinet de flotteur, retourner. Vous voyez, tout est indiqué finalement, toutes les étapes sont indiquées. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à remettre les différentes étapes correctement. Voilà. Ici sur ce genre de questions, il ne faut pas hésiter à rédiger des phrases simples, voilà, avec des différentes étapes. Voilà. Des petits tirets, ça aurait été bien aussi. Ou des 1, petit 1, purger ça, purger les canalisations, petit 2, démonter le robinet flotteur, etc. Ensuite, ici, on vous demandait un petit tableau avec justement les différents incidents et causes. Donc en fait, il ne fallait pas vous réinventer tout. Vous avez un document ressources. Donc le document ressources, ici justement, il vous indique les incidents, les causes, les remèdes. Donc en fait, c'est exactement ce que vous avez. Le robinet ne laisse couler l'eau sans arrêt. Donc quand vous avez ce type d'incident, voilà, coule sans arrêt, eh bien c'est les impuretés bloquent la membrane en position ouverte. Nettoyer la membrane, le remède. Donc voilà. Donc c'est les impuretés bloquent la membrane en position ouverte, repositionner le robinet flotteur, démonter la membrane. Donc pareil pour ça, vous recopiez directement en fonction de le robinet flotteur ne coule pas, le flotteur ne coulisse pas, donc il faut justement le nettoyer, le filtre anti-pollution. Voilà, donc ici vous avez la production d'eau chaude sanitaire. Donc ici parmi ces appareils, lequel utilise une énergie renouvelable. Donc vous avez électrique et gaz ne sont pas renouvelables, hein. C'est que le solaire qui est renouvelable. Donc forcément vous cochez. Ensuite ici on vous demandait d'implanter, où est-ce qu'ils sont implantés les panneaux solaires. Donc ne mettez pas les panneaux solaires au nord, d'accord, on a vu que tout à l'heure c'était le sud là. Donc vous mettez les panneaux solaires au sud tout simplement. Et au mieux le plus haut, parce que si vous mettez sur le toit le plus bas, bah, dommage vous allez avoir un peu d'ombre. Donc vaut mieux les mettre de ce côté là. Au cas où le soleil donne par là. Voilà. Alors ensuite, tracer à l'aide du crayon de couleur bleue le circuit primaire de chauffage solaire sur le schéma de principe suivant. Alors,
je vais expliquer rapidement le schéma de principe. Il n'est pas facile, donc soyez attentifs. Ici, vous avez l'eau froide sanitaire qui arrive. Voilà. L'eau froide, donc le compteur, on imagine qu'il y a un compteur avant, etc. Vous avez tout le système. Ensuite, vous préchauffez. Si vous passez, vous avez de l'eau chaude autour, donc vous préchauffez votre eau. Et vous allez arriver dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Hop, et vous chauffez encore votre eau. Et vous arrivez ici avec de l'eau chaude sanitaire. Bon, ensuite, comme le circuit primaire, donc c'est celui-là qu'il fallait colorer en bleu. Le capteur solaire, ici, vient chauffer l'eau. L'eau est chauffée ici. Ensuite, va aller dans le ballon solaire 500 litres. Et ici, va revenir voilà, au niveau de la pompe et du vase d'expansion et repartir au niveau des capteurs en circuit fermé. Donc ça vient chauffer ce volume d'eau. Ce volume d'eau-là, finalement, on s'aperçoit, on voit ici une pompe. Donc on a de l'eau finalement qui vient de ce circuit-là. Regardez, hop, ça vient, l'eau vient d'ici et vient de là. Donc elle est aspirée ici et envoyée vers le plancher chauffant. Le plancher chauffant, vase d'expansion. Ici, on va en fait directement aller dans la chaudière et revenir ici. Hop, voilà, venir se réchauffer ici et venir réchauffer l'eau froide sanitaire qui est arrivée de tout à l'heure. Ici, chaudière d'appoint au cas où il n'y aurait pas assez de soleil, donc tout simplement on a besoin de chauffage. Voilà. Et donc ici il y a une partie de l'eau justement qui va par là et vient chauffer l'eau sanitaire. Voilà, et revient ici comme ça. Donc là, on a voilà, une partie de l'eau qui est finalement qui arrive ici, qui est chauffée directement. Donc là, vous avez un thermosiphon finalement. L'eau ici est chauffée. Vous avez, elle monte naturellement et ensuite elle repart ici. Et en fait, elle se refroidit donc elle redescend. Voilà. Vous avez voilà, le coloré en bleu, le circuit primaire. Ensuite, l'affichage anti-horaire. Donc, vous avez, en analysant le circuit, en analysant le circuit que vous venez d'identifier dans la question précédente, s'agit-il d'une installation en circulation en thermosiphon ou à circulation forcée? Donc, le circuit bleu, ici que vous avez fait en bleu, il y a une pompe, donc forcément c'est en circulation forcée. Donc ici, vous pouvez marquer présence d'une pompe de circulation, voilà, coché ici. Le principe de fonctionnement en thermosiphon, eh bien tout simplement vous avez ici, voilà, vu que l'eau, par exemple l'eau qui est là, va être chauffée, donc elle va monter forcément par là. Et ici, elle va arriver, là elle va pousser l'eau froide. L'eau froide, ici, l'eau va se refroidir d'ailleurs naturellement et va redescendre ici dans notre ballon. Donc en fait, et elle va remonter naturellement. Donc vous avez une circulation en fait naturelle qui se fait ici. Vous avez ensuite sur le circuit que vous avez identifié en bleu, donner le nom et la fonction de l'élément repéré 29. Donc si on peut voir le 29 qui est là, c'est un vase d'expansion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il permet d'absorber la dilatation de l'eau. Voilà, vous avez le nom des éléments, ici il faut donner le nom des éléments de la page 11 sur 13, donc ici vous aviez indiqué j'imagine robinet avant compteur ou vanne avant compteur, c'est bon aussi, compteur d'eau froide, compteur d'eau, ensuite clapet anti-pollution, vanne après compteur et réducteur de pression. Donc voilà, vous indiquez le nom. Ensuite vous avez la question 4.8, quelle est la pression de tarage, donc la pression qui est réglé d'usine d'un réducteur de pression à usage d'habitation. Donc la pression de tarage est de 3 bars. Voilà, c'est ce qui est réglé d'usine. Donner la fonction de l'élément repéré 3, eh bien l'élément c'est un clapet anti-pollution. Voilà, le troisième là. Son rôle est d'éviter la pollution de l'eau en empêchant le retour d'eau. On ne peut pas revenir dans le sens. Déterminer la liste d'accessoires nécessaires pour le raccordement et la réalisation de l'étanchéité de ces éléments. Donc vous avez du raccord PEHD, donc le raccord PEHD qui arrive ici, vous avez un tube PEHD. PEHD, je le rappelle, voilà, j'ai sorti une petite photo, c'est un tube comme ça, hein.
qui est justement noir avec un petit trait bleu qui indique que c'est bien de l'eau. Vous avez ici en diamètre 25, vous avez un raccord qui doit être installé ici, avec ici un filetage de l'autre côté en 3/4. Alors le 3/4, je ne vois pas où est-ce qu'il est indiqué. Peut-être je l'ai loupé, mais en tout cas pour moi il n'y a rien qui indique que c'est du 3/4. Ensuite, écrou 3/4 22, donc c'est pour le collet battu. On va faire un écrou ici et puis un raccord, un collet battu, tout simplement. Ensuite, de la filasse pâte à joint, je vois pas où est-ce qu'ils mettent une filasse pâte à joint. Ici, on va avoir que des joints fibres, vu qu'on a un écrou libre, joint fibre. Ici, écrou libre, joint fibre, écrou libre, joint fibre, écrou libre, joint fibre. Et ici, dans une réduction, on pourra avoir un joint téflon, ou alors même surtout un joint filasse. À la rigueur, oui, il vaut mieux mettre de la filasse, mais je pense qu'un joint fibre pourrait passer. Voilà. Et puis donc dernière question, dernière partie, la partie électrique. Donc la fonction d'un interrupteur différentiel de 30 mA. Donc il protège la personne contre les risques d'électrocution. Vous avez ici le disjoncteur, d'ailleurs c'est marqué disjoncteur. L'interrupteur, pardon, différentiel 30 mA, voilà, c'est bien ça. Vous avez le disjoncteur différentiel général. Vous avez l'interrupteur différentiel. Et donc l'interrupteur, lui, vient faire la différence entre le courant qui est passé par la phase et le courant qui revient par le neutre. S'il y a une différence qui est supérieure à 30 mA, il déclenche. Et donc du coup, dans ce cas, il protège les personnes. Puisque si vous touchez le fil de phase, il y a une partie du courant qui va passer par vous et aller à la terre. Et donc ne va pas revenir par le neutre. Ici. Donc forcément, il y aura une différence entre ce qui est parti et ce qui est revenu. Et donc il coupera. Donc il vous protégera bien contre les risques d'électrocution. Quelle est la fonction d'un thermostat dans un ballon électrique à accumulation? Le thermostat est un organe de régulation, permet de maintenir une température constante d'un ballon. Vous avez en dessous le ballon, vous avez un petit thermostat que vous réglez de 1 à 5, et donc lui permet finalement d'alimenter la résistance quand il y a une température qui est inférieure à la température souhaitée. Voilà. Et dès que c'est supérieur, eh bien, il coupe l'alimentation de la résistance et donc on arrête de chauffer. Vous avez la question, c'est réaliser le câblage du thermostat, donc avec les couleurs normalisées, les règles de protection et circuits électriques. Donc en fait, vous aviez à passer par le différentiel. Ensuite revenir, alors prenez bien le C20, le 20 ampères, puisque le chauffe-eau est toujours protégé par un 20 ampères. Ensuite, ici, il faudrait bien mettre la phase en rouge, donc à droite. Ensuite, le bleu à gauche, le neutre en bleu. Et ici, la terre en vert jaune ou en vert, sur le schéma. Et donc en pointillé vert. Voilà, donc fini de corriger.